Tout pour investir. Dose d'économie. Et c'est l'heure de votre dose d'économie avec Nicolas Dose. Bonjour Nicolas. Bonjour. Nous allons donc nous pencher sur les turpitudes du monde politique du moment, à savoir que motion de censure, ça veut dire a priori pas de budget pour l'année prochaine, et une loi spéciale à la place qui va reconduire donc l'ancien budget, le budget de l'année dernière, le budget 2024. La mesure semble technique, mais quelles en sont les conséquences ? Les conséquences d'une loi spéciale, c'est le prix de la censure. Alors, il y a des gagnants, il y a des perdants. Les perdants, ce sont principalement ces foyers qui vont se retrouver imposés à l'impôt sur le revenu alors qu'ils ne l'étaient pas. Ils ont été chiffrés à 380 000 qui vont entrer pour la première fois dans l'IR parce qu'il n'y aura pas de revalorisation du barème. Vous avez 17 millions de foyers qui sont déjà imposables à l'IR, qui paieraient davantage. On est sur une recette attendue supplémentaire de 3 milliards d'euros. C'est pas une paille. Parmi les perdants, vous avez aussi tous les postes régaliens qui devaient voir leur crédit rehaussé, notamment défense, justice, intérieur, culture, et ces fonctionnaires derrière qui n'auront pas de revalorisation salariale. Il y a également 2000 postes dans l'éducation nationale dédiés au handicap qui ne verront pas le jour, pas d'extension du prêt à taux zéro dans l'immobilier, pas de coup de pouce pour les donations-transmissions, donc plutôt deux mauvaises nouvelles pour le secteur de l'immobilier. Les agriculteurs attendaient l'arrivée anticipée avec un an d'anticipation pour le nouveau mode de calcul des retraites agricoles, ça n'aura pas lieu. Ils attendaient aussi un renforcement des exonérations de cotisations sociales qui leur étaient dédiées, ça n'aura pas lieu. L'autonomie, il y avait des fonds prévus pour les EHPAD qui n'existeront pas. Il y avait également des fonds prévus pour les départements pour rehausser certaines allocations liées à l'autonomie. Vous oubliez. La gendarmerie, la police nationale, notamment les crédits supplémentaires attendus pour la Nouvelle-Calédonie ne verront pas le jour. Et il y avait des reliquats de primes pour ces professions et aussi d'ailleurs je crois les enseignants liés au JO qui ne verront pas le jour. Voilà la liste des perdants. C'est hyper concret. Ah ben là c'est clair comme de l'eau de roche. Est-ce qu'il y a quelques gagnants Absolument. En cas de reconduction du budget 2024 ? Absolument. Alors les gagnants sont les retraités parce que de par la loi organique, les pensions, s'il n'y a pas de loi de financement de la sécurité sociale, sont toutes intégralement indexées dès le 1er janvier sur l'inflation. Et également les hauts revenus qui n'auront pas la fameuse CDHR, la contribution différentielle sur les hauts revenus. Les très grandes entreprises qui ne verront pas de surtaxe sur l'impôt sur les sociétés. Il y en a quand même pour 8 milliards d'euros au bas mot. Également tous les secteurs qui étaient visés par des prélèvements spécifiques. Je pense à l'aérien, la fameuse taxe sur l'aérien, le secteur du transport maritime, les paris sportifs, les pokers en ligne, les laboratoires pharmaceutiques. Autre secteur gagnant, les mutuelles, qui n'auront pas du coup à assumer la partie déremboursée par la sécurité sociale sur les médicaments ou sur les consultations chez les médecins. Les salaires au-delà de 2,25 SMIC, qui n'auront pas à subir une hausse des cotisations sociales, puisque cette mesure disparaît. De la même manière, les employeurs n'auront pas à subir une hausse d'impôt de production avec une hausse du versement transport, qui n'était pas vraiment validée, mais quand même dans les tuyaux. Et puis les futurs propriétaires qui ne subiront pas non plus de hausse des droits de mutation à titre onéreux. Vous savez, cette largesse fiscale que Michel Barnier avait accordée aux collectivités au moment où on leur demandait par ailleurs de faire des économies. Bon, tout ça, c'est reconduction du budget 2024, c'est une loi spéciale, c'est l'article 47 de la Constitution. Globalement, est-ce qu'on a une idée de ce que ça va coûter? Alors, la facture précise, elle est difficile à établir, parce qu'il y a tous ces crédits qui ne sortiront pas parce qu'ils ont été gelés. Ce sont des économies, finalement. Puis il y a aussi toutes ces recettes qui n'entreront pas parce que les mesures fiscales ont été abandonnées. Alors, j'ai vu deux estimations, notamment une de Natixis, qui considère que la loi spéciale, c'est ni quelque chose de génial, ni quelque chose de catastrophique. On arrive peu ou prou à des niveaux de déficit et de croissance à peu près similaires à ce qu'on avait avec les lois de finances, c'est-à-dire dans les 5,3 de déficit et probablement 0,8% de croissance. Le coût le plus élevé, en tout cas Laurent Saint-Martin l'a chiffré, c'est pour la sécurité sociale, parce que les absences d'arbitrage de la loi de finances fait qu'on serait plus sur un déficit de 18 milliards, mais de 30. C'est quand même une sacrée différence, c'est presque du simple au double. Après, là où c'est très difficile à estimer, c'est que une loi spéciale ne vous couvre pas les 24 mois de l'année 2025. On sait que quoi qu'il arrive, il faudra remettre le couvert avec une vraie loi de finances qui devrait être élaborée en cours d'année. Après, le prix de la censure, il va au-delà des simples arbitrages entre ce qui verra le jour ou ne verra pas le jour par rapport au budget. Ça nous coûte combien en termes de croissance, avec l'investissement qui recule, avec les embauches qui reculent? Ça va nous coûter combien en termes de taux de chômage, avec la possibilité d'une hausse du taux de chômage? Il a déjà commencé à remonter. Jusqu'où les marchés vont faire monter la prime de risque sur la dette de la France, avec de toute façon une facture durablement à la hausse du montant des intérêts remboursés. Et là, vous êtes sur des choses, encore une fois, difficilement chiffrables, mais clairement négatives et inscrites quand même sur du moyen terme.
Bon, là, on va sortir la bière et les chips. Est-ce qu'il faut redouter une crise financière? Alors, on regarde toujours quand même le spread Bond du Trésor à 10 ans et Bund allemand. Alors, on est du côté des 85 points de base. On reste sur les niveaux où on se dit, et on se le dit régulièrement entre nous, bon, pas trop de panique, mais enfin, ça pique. Si on regarde la situation au moment où nous parlons, il n'y a pas de symptômes de risque de crise financière. Le problème aussi, c'est qu'on compare des torchons et des serviettes. L'Allemagne, elle emprunte quasiment pas. Oui. Quand on se gargarise avec on a le même taux que la Grèce, à 10 ans, la Grèce, il y a 80% de sa dette qui est sous cloche et elle ne va que très très peu sur les marchés aussi. Avoir les yeux fixés sur ce spread, c'est un bon indicateur. Mais enfin, là, on mélange les torchons et les serviettes aussi et on fait peur à tout le monde. Alors, également. je vous répondrai qu'il y a plusieurs si qui feraient qu'effectivement les risques de vraie tension de marché seraient plus forts pour nous. Ouais. Si on rentre dans une vraie instabilité politique un peu durable, c'est pas bon. Si d'aventure on ramenait l'âge de la retraite de 64 à 62 ans, c'est pas bon. Si on sortait du club des double A, ça se verrait. Si l'Allemagne revenait massivement sur les marchés en émettant du Bund, il y aurait une préférence à la dette allemande, c'est évident. Si on a un euro qui continuait à s'affaiblir durablement face au dollar, c'est pas non plus bon pour les taux longs. Et si on avait une remontée de l'inflation, vous auriez une BCE qui serait probablement en train de freiner sur son assouplissement de politique monétaire. Là, j'ai que des si, en fait. Ouais. La situation d'aujourd'hui, au moment où je parle, on lève l'impôt sans problème et on sait qu'on a de la marge de manœuvre sur la TVA, notamment avec les taux réduits. Et les adjudications se passent bien. Voilà, on a une dette toujours très liquide, donc elle se vend et elle s'achète sans difficulté du matin au soir sur les marchés. On a toujours un stock d'épargne financière liquide important. Oui, c'est de l'épargne privée, mais il est important et c'est quand même quelque chose qui rassure. La France reste le premier émetteur en euros, donc quand un investisseur veut acheter de l'euro, s'il n'achète pas de la France, il va acheter de l'Italie, par exemple. Et puis on a la présence de l'euro et de la BCE qui maintenant a de l'expérience dans ce genre de situation, avec notamment des outils qui sont en place depuis 2022 et qui peuvent permettre de pallier des situations compliquées. Alors la France est-elle too big to fail? On a envie de répondre oui, mais enfin l'Italie en 2011, elle était aussi très grande et pourtant elle a bien failli. Maintenant, on est peut-être too big to fail, mais on n'est pas too big to pay. Et tout ça a un prix, et la charge d'intérêt qui va grossir année après année a un prix. Et c'est comme ce que vit l'Italie, ça s'appelle une lente mais inexorable asphyxie financière. Ouais, c'est exactement ça. Merci beaucoup, Nicolas. Mais on n'est pas la Grèce. Mais non, on n'est pas la Grèce. Non, mais voilà. Bon. Oui, la Grèce, elle est passée par la paille de fer. Quand vous regardez l'état économique du pays en ce moment, c'est quand même déplorable. Et franchement, voilà, à force de comparer les torchons, les serviettes, c'est vrai qu'on perd un petit peu le sens du raisonnable. Merci beaucoup, Nicolas. On vous retrouve demain pour une nouvelle dose d'économie.